je me suis demandé si j'essayais pas un peu de vous faire entendre quelque chose. Alors, quelque chose que la voix lyrique alors il faudrait s'entendre un peu pour dire un peu ce que c'est que la voix lyrique, évidemment, quelque chose que la voix lyrique transmet comme étant quelque chose qui, dans le langage, fait que des humains peuvent vivre ensemble. Des choses comme ça. Des humains, c'est-à-dire des animaux parlants, opposés aux autres animaux qui ne sont pas parlants, et qui, eux, pour vivre ensemble, ils ont quelque chose qui est au point, que ça s'appelle l'instinct. Ça marche, je dirais, il n'y a pas de discussion, ça va tout seul. Voilà. L'être parlant a donc quelque chose dont il n'a aucune idée, quelque chose qui est insaisissable. Alors je vous dis ça parce que ça va évidemment à contre-courant du discours qui nous envahit, qui nous étouffe, qui s'appelle le discours scientifique. Il y a plein de petits, ils foisonnent, le discours psychologique, le discours même psychanalytique des profondeurs, le discours religieux, enfin le discours politique, tout ça quoi. Qui est basé sur quoi? Sur le fait qu'on peut être tous dans une boîte et puis qu'on sera heureux. Alors ce sera une organisation politique, une organisation religieuse. Puis le discours scientifique, il a quand même la perspective qui est la suivante, c'est qu'on va trouver ce qui va faire qu'on va clairement pouvoir bien vivre ensemble. Ça c'est sûr qu'on va le trouver. Voilà. Donc on est dans cet univers-là. On ne peut pas l'empêcher, c'est comme ça. Et notamment, on est dans cet univers-là depuis la Renaissance, et notamment ce qui a succédé à la Renaissance, c'est-à-dire les Lumières. Et on peut dire que la psychanalyse est une réponse à ça, à ces discours-là. La psychanalyse est apparue parce qu'il y avait ces discours, on va dire scientifique, technique, je ne dis pas du tout du mal du discours scientifique. Et tous dans notre périple, on est passé par le discours scientifique, parce qu'il faut le passer, d'une part. Et puis d'autre part, on a besoin de s'y frotter complètement. Après, ce qu'on en fait, ça c'est au un par un, ça c'est pas quelque chose qui peut se... Bon. Donc si vous voulez, il y a cette énigme, c'est ça l'énigme, à laquelle on ne peut pas répondre, il n'y a pas de réponse à ça. Et ce que moi je peux avancer personnellement, je dis personnellement, j'aurais laissé dire personnellement, je dis subjectivement. Et alors oui, d'emblée, si je dis subjectivement, par rapport à l'inconscient, le sujet est divisé. C'est-à-dire que quand je parle, il y a tout ce que j'énonce comme ça, du côté du sens, bien sûr, qui permet qu'on peut à peu près se comprendre. Et puis il y a surtout ce qui signifie et qui n'a rien à voir avec le sens que je suis en train d'élaborer. Il y a une division, il y a une coupure. C'est la coupure entre le signifié et le signifiant. Les linguistes avaient bien repéré qu'il y avait deux niveaux. Mais le discours scientifique, parce que le linguisme, je fais un niveau d'uisme, tous les ismes possibles, quoi, tous les systèmes, c'est ça les ismes. Et ben, le linguiste, lui, il sait qu'il y a une différence entre les deux, mais il sait que le signifiant, je ne vais pas définir comme il le définit, parce que j'ai envie de parler d'autre chose. Il sait que le signifiant n'est pas radicalement séparé du signifié. Or, la découverte de la psychanalyse, c'est pas évident avec Freud, pourtant il le dit, c'est que il y a
une coupure radicale, une division, cette division entre le signifiant et le signifié. Et donc le sujet est par définition divisé. Et c'est ça que tous les discours courants habituels visent à recouvrir. Et si vous travaillez notamment dans les institutions, il n'est pas de question de prendre en compte ça, c'est pas possible. Parce que c'est une organisation. Une organisation. Bon. Voilà donc un peu le point de départ. Donc la psychanalyse, elle s'inscrit comme ça. Et ce qui est, alors, si on suit un peu les choses comme ça, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'au moment où la Renaissance, je dis, est renée, quoi, d'une certaine façon, hein, il y avait vers les années 1600, apparaît l'opéra. Et l'opéra apparaît, bon, surtout en Italie évidemment, hein, mais c'est pas l'Italie comme maintenant, c'est pas séparé, il n'y a pas les frontières pareilles, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, l'opéra apparaît au moment où les lumières apparaissent. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, vous n'allez pas le trouver dans un discours comme ça habituel. Hein. Alors, ça nous pose la question suivante. Qu'est-ce que vient faire l'opéra là-dedans? Hein? C'est une vraie question. Qu'est-ce que vient faire l'opéra dans ce contexte historique particulier? Alors moi j'ai une hypothèse que je suis en train un petit peu d'affiner, qui est la suivante. Il y a eu à la fin du Moyen-Âge, au XIIe siècle, ce que Lacan appelait un météorite, l'amour courtois. L'amour courtois, ça se fait en chantant. C'est des poèmes, c'est de la poésie que les troubadours vont créer, et c'est adressé donc à une dame, hein, bien sûr, et insaisissable, intouchable, hein, et cet acte poétique survient alors que absolument rien ne le prévoyait, rien du tout. Et notamment celui qui est reconnu comme le premier troubadour, qui s'appelle Guillaume, ça doit être Guillaume je sais pas, c'est Guillaume de Poitiers, je ne sais pas qui était un seigneur, puisque c'est la féodalité à ce moment-là, hein. C'est-à-dire qu'on est féodalité, c'est-à-dire qu'on est complètement soumis à une autorité supérieure, au seigneur, qui lui-même est soumis à une autorité supérieure. On fait un vœu de soumission totale, hein. On obéit, on n'a rien d'autre à faire. Hein. Il y a un seigneur, là, Guillaume, là, qui tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, qui est un bandit, hein, pas au sens habituel, mais au sens où il soudoyait, où il ne respectait rien du tout, où il maltraitait les femmes, etc. Hein, ça pouvait se passer à ce moment-là. Bon. Un jour, comme je vous l'ai décrit dans ce moment particulier du Pont Giovanni, dans le moment de la scène des masques, hein, un jour, il est arrêté, il arrête ça, et il se met à écrire de la poésie. Bon. Et à sa suite, il va y avoir un courant qui va se développer, et la petite fille de ce seigneur, c'est Aliénor d'Aquitaine, qui va développer les règles, notamment, de l'amour courtois. Et puis après, ça va disparaître. Alors ça va se développer un petit peu géographiquement. Tout ça, ça se passe dans le sud de la France. Hein. Ça démarre dans la région d'Oc, hein, c'est en Languedoc que ça se passe. Hein. Bon, je ne vais pas non plus développer ça. Et en fait, j'insiste bien sur le fait que là, il y a quasiment une division énorme, parce qu'il y a d'une part un acte poétique, c'est-à-dire, ça veut dire quoi un acte poétique? Ça veut dire l'importance du signifiant sur le signifié. C'est ça que ça veut dire un acte poétique. Hein. D'une part,
Ça c'est une chose. Et d'autre part, la vie qui continue avec la féodalité elle-même, en dehors de ça. Il n'y a pas une révolution, hein. C'est quelque chose qui survient comme ça à un moment et qui a pas disparaître. Bon. Et l'autre piste, c'est dans quelle mesure ceci, là bien sûr je m'inspire un peu de certaines choses qu'a dit Lacan au cours des séminaires, comme ça on peut trouver ça très rapidement, hein. L'amour courtois n'est pas sans rapport avec quelque chose qui fonctionnait à Rome, mais ça nous ramène 11 siècles avant, où il y avait à nouveau une érotique et une sexualité très particulière. Hein. Et oui, là je ne parle pas du tout du christianisme et de la culpabilité, hein, comme on le dit habituellement, pour expliquer toutes sortes de choses, dans l'effondrement de l'Empire romain. Hein. Il y avait une érotique tout à fait particulière, des relations sexuelles tout à fait particulières, et il y avait notamment certains poètes, notamment Catulle, qui est tombé amoureux, complètement amoureux d'une femme, qui était une femme qui n'avait pas du tout, par opposition à la dame de l'amour courtois, qui n'avait pas du tout une vie extraordinaire, hein, c'était plutôt une femme qui faisait un peu ce qu'elle voulait, elles avaient des droits, c'est important les femmes romaines, hein, c'était pas du tout comme on peut l'imaginer. Hein. Donc, et il a fait des poèmes pour cette femme, hein, c'est des poèmes de Catulle, et il l'appelle Lesbie. Hein. Et en fait, elle s'appelait Claudia. Bon. Et on ne peut pas beaucoup aller plus loin parce peut-être qu'on manque de documents pour savoir ce qui s'est passé 5-6 siècles auparavant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à certains moments, c'est là-dessus que je démarre ce soir, à certains moments, il apparaît, et ça c'est lié au fait que l'on est dans le langage. C'est ça la différence avec l'animal, non parlant, qui lui suit l'instinct. Hein. Mais la science, elle est très proche de l'animal qui suit l'instinct, hein, puisque la science, d'ailleurs, elle utilise des animaux hein, pour faire des expériences, hein, je veux dire ça. Hein, les rats, les ratés, les dératés, c'est pas qui est raté, mais c'est certainement pas les rats qui sont ratés. Hein. Bon, c'est comme ça, hein, mais je veux dire, bon. Eh bien, ce qui est important, c'est que il peut arriver, il y a quelque chose dans le langage qui fait qu'à un certain moment, un être parlant, ça ne peut être que chez un être parlant, on ne sait pas pourquoi, à un moment, il est arrêté par quelque chose, et il est pris, il est saisi par quelque chose qui va être cet acte poétique. C'est ça que je voulais donner comme introduction. Et on peut se demander, bien sûr, les rapports qu'il y a entre l'opéra et la poésie, c'est évident. C'est évident parce que l'opéra chante quoi? Il ne chante pas une histoire, contrairement à ce qu'on pense. Il chante des sons. Il chante quelque chose qui est lié aux syllabes, aux voyelles. C'est ça l'opéra. Hein, c'est autre chose. La voix humaine, c'est ça qu'il fait. Je ne parle pas de la mise en scène. Hein. La mise en scène, c'est le discours technique, c'est autre chose. Hein. Bon, donc, apparaît donc, en même temps, ou à peu près, ou même si c'est pas exactement, enfin, Descartes, c'est 1600, hein, 1600 et quelques, hein, donc les Lumières, ça apparaît au début du XVIIe. Hein, hein. Et l'opéra, ça part un peu avant, mais bon, c'est pas, notamment en Italie. Hein. C'est quand même l'Italie qui va toujours être en avance et qui va prôner justement quelque chose qui va promouvoir la grandeur de l'opéra, sans doute parce qu'il y a dans la langue italienne quelque chose qui n'est pas son rapport avec la langue latine non plus, même si c'est pas pareil. Au niveau des sons, au niveau des voyelles, au niveau des différents sons. Bon, donc au niveau du moment où il chante. Bon, donc, et ce que je vous disais la dernière fois, c'était à peu près ceci, c'est que il importe parce qu'on est actuellement dans une situation, et
ne veux pas du tout être pessimiste de le dire, c'est comme ça, c'est comme ça, où on peut dire la dimension de l'inconscient est de plus en plus recouverte, et ça par tout le monde, et c'est naturel parce que la pensée ne peut pas aller avec l'inconscient. Donc il y a un mécanisme, la pensée c'est la censure, sauf si on pense après avoir été arrêté, justement, par une expérience particulière, subjective. C'est après que cette division subjective a eu lieu. Bon. Donc, il y a quelque chose de particulier qui advient à un certain moment. Ça va donner l'opéra avec tout ce qu'il va falloir mettre en place sur le plan de l'élaboration, on va dire, des connaissances, c'est-à-dire tout ce qui va être élaboré au niveau des accords, au niveau de tout ça, etc. Et puis, je crois que c'est à ce moment-là, entre autres, que dans ce contexte-là, ce qu'on appelle le contexte baroque, le baroque, historiquement, c'est une des conséquences du Concile de Trente, c'est-à-dire que le Concile de Trente, en gros, ça se termine en 1560, à peu près, 1565, quelque chose près. Donc vous voyez, c'est vers la fin du XVIe, et le Concile de Trente vient parce que il y a eu, vous savez, en 1515-1517, Luther qui est intervenu directement par le biais de la réforme, le courant ça va être la réforme, et donc il va y avoir, à partir du Concile de Trente, ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire l'apparition du baroque. Et il va y avoir, alors je vais vite aussi là-dessus parce que je ne veux pas trop arrêter là-dessus, il va y avoir, étant donné que Luther a dénoncé un certain nombre de choses qui se passent au Vatican, eh bien il va y avoir la création, la décision que il faut maintenir l'ordre. Voilà, on retombe sur la boîte, on sera tous bien heureux là. Et il va y avoir une armée qui va se développer, c'est l'armée du pape, c'est la compagnie de Jésus. Et si vous allez à Rome, vous allez voir des églises, elles sont tout à fait pas pareilles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont de ce style-là, dans le style baroque, et qui sont tous plus ou moins la Chiesa, qui sont toutes dans un certain style. Bon. Alors, donc l'opéra se développe, etc. Et donc l'opéra a, on pourrait dire, des origines baroques. C'est tout ce qu'il en est, Handel, tout ça, ce qui va se passer avec Handel, avec Monteverdi, avec tout ce que vous connaissez, Orphée, etc. Bon, tout ça. En France aussi, il va y avoir des compositeurs, bon, tout ça. C'est Lully, etc. C'est la musique assez militaire, c'est Louis XIV, c'est tout ça, c'est pas. Bon. Et à un certain moment, il y a quand même quelque chose qui a lieu, c'est Mozart. C'est notamment les opéras de Mozart, notamment vers la fin de sa vie. Et il y a ce fameux opéra, moi, qui m'a un jour qui m'a arrêté, qui est le Don Giovanni. C'est pas par hasard qu'il m'a arrêté, parce qu'il s'agit effectivement de quoi? Il s'agit de la culpabilité, il s'agit de la religion, il s'agit de ce que moi j'avais traversé jusque-là, dans mon périple. Et il s'agit, cet opéra qui est mis en place, dont le livret est fait pour d'appointer, mais ce n'est pas le livret qui est important, c'est les voix, c'est-à-dire c'est la musique de Mozart, parce que le livret ne fait que reprendre le mythe de Don Juan, je veux dire, qui est connu, etc. C'est une ordure, et bon, enfin bref, on a plein dedans, de toute façon, dans notre civilisation technique actuellement, ça on est toujours dedans. Bon. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que ce mythe de Don Juan, il a été créé après le Concile de Trente, par un moine espagnol, Tirso de Molina, qui est un pseudonyme, je ne sais plus exactement comment il s'appelait de son nom, et il a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Le Bourlador de Séville,
ça se passe assez vite, et c'était pour rendre compte d'une des décisions du Concile de Trente, qui était la suivante: il n'y a pas d'impénitence finale. Autrement dit, on ne peut pas au dernier moment se confesser et être sauvé. Voilà. C'est ça qui se passe à la fin du final de Don Juan, c'est-à-dire que Don Juan, de toute façon, dans la pièce elle-même, c'est qu'il va dire non. Il va dire non au commandeur qui lui demande de se repentir. C'est que là, on est vraiment dans la logique telle qu'elle a été. Il ne demande pas qu'il doit se repentir. Donc, ça pose toutes sortes de questions. Mais ce qui est important, je pense, dans le Don Giovanni de Mozart, c'est la musique. C'est ça que je sais vous dire, c'est la musique. Et c'est la façon dont Mozart, pour reprendre l'expression de Verdi, a le diable au corps, quoi. Mais pas au sens, évidemment, dès qu'on entend des trucs comme ça, on pense à toutes sortes de choses sexuelles. C'est pas ça du tout. Il a quelque chose dans le corps, Mozart, qui fait que tout d'un coup, ça se met en place, et tout d'un coup, il se met à écrire un opéra, ou un quatuor, ou tout ce qu'on voudra, enfin, toute la musique de chambre, ou un opéra. Bon, ça, c'est Mozart. Il n'y en a pas deux comme lui. Il vient de le dire. Bon. Ça se passe en 1787. Et vous voyez là, 1789, en France, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la. Politiquement, on est dans. Il y en a qui ont des privilèges, il faut leur prendre ce qu'ils ont, etc., occuper la tête, etc. Donc Mozart, lui, c'est pas loin, hein, on n'est pas loin de Paris quand même. Hein. Mozart, donc, il est dans cette logique. Bon. Et Mozart, évidemment, il a rencontré la mort parce que son père est mort, sa mère est morte, etc. Son père est mort il n'y a pas très longtemps, puis l'année en question, il a un de ses enfants qui est mort, etc. Bon. Ce qui nous pose la question suivante: qu'est-ce que transmet Mozart, la musique de Mozart? Je laisse de côté le livret, justement pour prendre en compte ce que je vous disais tout à l'heure, cette sorte de division subjective entre le sens, et je dirais, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qui de toute façon ne peut en aucun cas se signifier avec du sens, qui est ce qu'on appelle la signifiance. C'est même pas l'opposition du sens et du son, hein. C'est plus élaboré que ça, la signifiance. Hein. Donc on peut penser que ce que Mozart transmet là, c'est quelque chose qui a à voir avec la signifiance. Ce que j'ai essayé de vous montrer à plusieurs reprises, là, à 2 ou 3 reprises, en vous faisant écouter des extraits d'Aria, chanté par 2 femmes, là, Donia Elvire et Donia Anna, hein, Elvire et Donia Anna, c'est l'importance pour le génie qui est Mozart de faire entendre quelque chose qui ne peut s'exprimer que par la voix humaine, du fait que le corps peut être traversé par quelque chose qui est dans le langage. C'est comme ça que je le dirais maintenant. Ce que je vous disais tout à l'heure. Du fait que nous sommes des êtres parlants, hein, parce qu'il ne suffit pas de dire des êtres parlants, donc il y a le langage, donc ça nous permet de nommer les choses. Le langage n'est pas du tout fait pour nommer. C'est pas du tout ça le langage. Hein. On accède à une toute petite partie du langage. Hein, c'est déjà pas mal, puisque ça nous permet de nous débrouiller. Hein. Et puis alors, toute la perversion, on pourrait dire, du langage, c'est tout ce qui va être fixé dans le sens. Ben, c'est quoi? C'est la communication. Or, on est dans un monde complètement hypnotisant par la communication. Alors, je ne parle pas de la pub, etc., de ça. Alors maintenant, dans ce que nous racontent les politiques, ça va bien pire. Bon. En fait, c'est comme ça, on ne peut pas aller contre ça, c'est comme ça. Voilà. C'est normal que la pensée, chez l'être parlant, du fait de cette division, ne puisse pas accepter d'être dissaisie. C'est normal. C'est même la norme mâle. Voilà. Le discours mâle, au sens où qu'on soit homme ou femme, on est là-dedans. Puis si on est femme, ça s'appelle l'hystérie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon. Alors, comment se débrouiller avec tout ce bastringue? Ben, c'est pour ça que la solution qu'a trouvée l'opéra, c'est quoi? Eh bien, c'est d'utiliser les mots, en faisant entendre quelque chose des mots, à partir de quelque chose qui a lieu
chez celui qui chante. Il y a toujours une problématique dans l'opéra entre le récitatif, l'action qui se déroule, et puis à un moment très particulier où, on va dire, l'intrigue s'arrête et il y a ce qu'on appelle un aria. C'est-à-dire que là, on n'est plus tout dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe pendant les 3 ou 4 minutes d'un aria? On est ailleurs. C'est-à-dire que tout est suspendu, et souvent, effectivement, bien sûr, si on regarde ce qui est dit, le sens, on va dire, à ce moment-là, effectivement, l'acteur, le ténor, le baryton, la soprane, etc., ils expriment, comme on dit, des états d'âme, un état intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'âme? On est bien capable de définir ce que c'est. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce moment. Il y a quelque chose d'une sorte de vibration du corps. Et toute la question, c'est de trouver l'interprète, comme je vous disais la dernière fois, qui puisse transmettre cette dimension dramatique. Drama, en grec, c'est l'action, et c'est ce qu'on appelle la pièce de théâtre. Donc, toute la question est là. Autrement dit, je serais assez, moi, personnellement, je ne connais pas bien les origines baroques, si je les connais intellectuellement, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup de m'intéresser, par exemple, à Handel, à tout ça, etc. Pourquoi? Parce que quand on a touché à l'opéra italien du 19e, je ne vois vraiment pas pourquoi on revient là-dessus, sauf si un peu comme fait Domingo maintenant, compléter un peu son énorme étendue de chant, quoi. Parce que je ne sais pas du tout ce qu'il dirait, puis il ne le dira pas parce qu'il est tellement futé que je ne sais pas pourquoi il le dirait, mais entre chanter Othello, entre chanter La force du destin, etc., comme ténor, puis chanter, je ne sais pas quoi, Morphée, c'est pas pareil. D'ailleurs, il l'a dit dans une émission qu'il a fait, pour un chanteur d'opéra, il n'y a rien de plus extraordinaire que de chanter Verdi. Bon, ça il le dit, je crois que quand il l'a dit à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a donc, notamment, sur cette planète Verdi? C'est ça la question. Qui vient, sur un certain moment, après le bel canto, c'est-à-dire après Bellini, après tout ça, et qui va changer beaucoup dans la répartition des voix. C'est-à-dire que Verdi, il va monter un peu le registre. Il y avait des contraltos, ça disparaît. Il va développer ce qu'on appelle des mezzo-soprano, et les barytons. Ils vont augmenter, et il va développer, non seulement il le développe, mais il leur donne à chanter quelque chose de relativement important et conséquent. Puis alors, du coup, il va pouvoir y avoir des dialogues assez serrés entre le baryton et le ténor, entre la mezzo et la soprane. Pourquoi? Parce qu'on monte, le médium de la voix, en quelque sorte, est monté d'une tierce. Donc ça change énormément. Quand on essaie un petit peu de fabriquer l'instrument avec lequel on va chanter, gagner un ton, c'est énorme. Alors gagner une tierce, c'est 2 tons et demi, c'est énorme, c'est quelque chose de fantastique. Donc on en arrive là, et donc il va monter. Donc la question qu'on peut se poser, que moi je me pose en tant qu'analyste, bien sûr, par rapport à ça, c'est pas d'expliquer je sais pas quoi sur Verdi, à partir de la vie de Verdi. Là, vous voyez, on tombe dans le signifié, là. C'est fait que, parce qu'on a eu ceci à ce moment-là, ça n'empêche pas de le dire, parfois, il en a résulté que, bon, ça c'est de la psychologie, mais c'est que il y a quelque chose chez cet homme de très particulier qui fait que il a pu transmettre par la musique qu'il a créée, à mon avis, quelque chose qui est déjà pressenti. Enfin, ça, c'est mon expérience. Je ne demande pas du tout que ce soit celle d'un autre, je ne veux pas discuter de ça, qui est déjà dans la musique de Mozart, notamment dans les derniers opéras de Mozart, et notamment dans le Don Giovanni. Parce que Mozart s'est quand même bien demandé pourquoi il faisait un Don Giovanni. Il y en avait déjà, non seulement il y avait au théâtre, il y avait des ballets, il y avait des opéras, il y a tout, il y en avait partout. Comme ça vient du Concile de Trente, ça a marché. Ça a répondu à la demande. Ça marche la culpabilité. Bon. Et c'est facile. Or, si un jour, en écoutant le final du Don Giovanni, comme ça a été mon cas, vous êtes complètement en dehors de tout ce qui est raconté,
c'est plus dans le sens où vous entendez complètement autre chose, sans savoir ce que vous entendez. C'est la preuve, en fait, ça moi je l'ai compris bien après, c'est la preuve qu'effectivement ce quelque chose qui est dans le langage, que vise le discours analytique, que Lacan appelait l'objectita, la voix comme objectita, eh bien ce quelque chose-là, même s'il n'a pas pu le nommer, il est présent chez, je connais un peu Verdi, c'est pour ça que je peux dire Verdi, je connais mieux Verdi que Bellini et d'autres, hein, il est présent chez Verdi, manifestement. Et Verdi, il va s'arrêter de composer en 1890 à peu près, 93, 94, hein. Il meurt en 1901, et c'est à ce moment-là qu'il démarre la psychanalyse. Alors il n'y a pas besoin de faire des rapprochements entre Vienne et puis l'Italie, c'est pas ça le problème. Hein, on peut très bien se rencontrer sans s'être jamais vu, à partir de cette question du langage. Hein, c'est tout à fait autre chose. Ça raccourcit beaucoup, ça simplifie. C'est tellement simple que justement la pensée ne peut pas le penser comme ça simplement. Bon, donc j'ai un petit moment que je parle là. Ce que je vais essayer là de vous faire écouter aujourd'hui, c'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la voix humaine, c'est à nouveau c'est Domingo là qui va chanter, hein, le début d'Aïda, c'est un opéra très important de Verdi, Aïda, hein. Vous ne pouvez pas laisser les trompettes, on va le faire dans un petit coup là, bon. Alors évidemment, on n'a pas de perfectionnement. Il faudrait savoir qui est-ce qui aurait, parce que ce serait peut-être intéressant, si quelqu'un avait un ordinateur portatif avec deux haut-parleurs à l'avenir, parce qu'à peu près chaque fois, moi je vais faire écouter, c'est pas terrible, alors que si on avait, bon j'ai les DVD, hein, donc il suffirait de retrouver. Si quelqu'un en a un, il faudrait qu'il me le dise, on pourra peut-être améliorer ça pour une autre fois. Donc on va écouter ça, le début, et il se trouve que, parce que c'est une évidence, pour moi c'est une évidence, c'est pas dire du mal, je sais pas qui, bon, après tout, ce serait facile de faire des comparaisons, vous en mettez 2-3 qui chantent la même chose, vous voyez bien la différence, ça c'est pas un problème. Hein. Il se trouve qu'il y a effectivement, alors ça c'est lié aussi à la façon dont on a préparé sa voix, dont on a fabriqué l'instrument, hein, qui permet de chanter. Hein. Il se trouve qu'il y en a un, à mon avis c'est le seul qui reste, c'est Domingo, hein, qui est né en 41, qui a mon âge, qui a 70, 71 ans, actuellement. Hein. Je ne sais pas exactement quand il est né. Moi je pense qu'il est né avant. Enfin, il dit qu'il est né en 41. Bon, bref, ils sont tous un peu moqueurs de ces gens-là. Bon, eh bien, il a encore dans sa voix quelque chose qui est relativement brillant, un peu moins maintenant, mais là, l'Aïda qui chante, là, il y a à peu près 25 ans, donc vous allez pouvoir entendre. Alors, ce qui intéresse Verdi, lui, ce qu'il veut dans ses opéras, il veut que ça soit envoyé. Il ne veut pas que ça traîne. Il cherche. Il dit que, bien sûr, il vaut mieux avoir quelqu'un qui a une très bonne technique. Mais ce n'est pas la technique qui compte. Il faut qu'il y ait de la vie. Il faut que ça. C'est ça. Il dit il faut qu'il y ait une étincelle. Hein, et il appelle ça avoir le diable au corps. Et il cite l'expression en français. Hein, l'expression en français, avoir le diable au corps. Effectivement, quand on entend Domingo chanter, là, si vous pouvez aller voir sur YouTube, vous pouvez entendre d'autres, je vous dirai qui tout à l'heure après. Hein. Vous allez voir un peu la différence de vous. Hein. Bon, eh bien, j'espère qu'il y a assez de force pour que vous entendiez. Écoutez bien la couleur. La couleur, de même qu'il n'y a pas deux visages différents, il n'y a pas deux couleurs de voix différentes. Et donc, je crois que ce qui est important, véritablement, dans l'opéra, mise en scène, ça m'en fout complètement. Ça ne me gêne plus maintenant. M'intéresse, c'est uniquement la couleur de la voix, et du coup le timbre, et du coup la façon dont la voix est placée, dont elle tient, donc elle n'est pas trémolo, etc., c'est pas des voix, etc., hein, tel que ça peut fonctionner. Hein. Donc on est au début d'Aïda, hein, et les Égyptiens qui ont colonisé l'Éthiopie c'est au sud de l'Égypte, hein, viennent d'apprendre que les Éthiopiens viennent
de se soulever, et ils sont en marche en direction du nord, bon, pour récupérer leur liberté. Et l'intrigue, elle est la suivante, elle est que le chef de l'armée, qui est Radamès c'est le ténor, c'est celui que vous allez entendre, voilà, qui est chanté par Domingo. Radamès aime la servante de la fille du pharaon, hein, parce que là, le pharaon, c'est aussi celui qui est le chef politique, hein, chef religieux, chef politique, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et alors que la fille du pharaon, évidemment, aime Radamès. Alors toute l'intrigue va tourner autour de cette histoire-là, et finalement, ça va se terminer, vous savez comme ça se termine, ils vont être Domingo et celle qu'il aime, qui est donc la servante, vont être emmurés. Pourquoi? Parce que Domingo va être, je suis un lapsus, parce que Radamès va être jugé par le pouvoir religieux et politique comme ayant trahi l'Égypte. Bon. Donc on va essayer je ne sais pas si ça va marcher, on va essayer en même temps d'enregistrer pour que ça soit sur le site. Si c'est pas bon sur le site, moi je dirais à Marius qui s'occupe du site de Port. Donc Radamès il est là. N'entendez pas grand chose. Vous approchez. Vous allez voir comment il part. Hein.